Bienvenue à Indompté, un podcast bienveillant pour les parents qui choisissent d'offrir à leurs enfants une enfance heureuse pour un futur heureux. Les fameux écrans. Comme parents, c'est inévitable. On va être exposé à des tonnes d'informations sur les dangers des ordinateurs, des jeux vidéo, de la télévision et autres écrans. Mais un peu comme l'alimentation et le sommeil, les écrans sont maintenant devenus incontournables dans nos vies. Toute l'organisation sociale gravite maintenant autour d'Internet, d'applications, d'objets connectés, de réseaux sociaux, de cours en ligne, de travail à distance. On gère notre argent, on communique, on apprend, on s'informe, on décompresse sur nos écrans au quotidien. D'applications GPS pour se diriger, trouver un resto, un musée, un sentier pédestre, à la prise de rendez-vous médicaux, puis au rendez-vous, aux inscriptions à des cours, par exemple. Les écrans, ils font partie de nos vies. Et c'est pas déraisonnable de croire que ce sera encore plus le cas quand nos enfants vont être adultes dans quelques années. Donc, les parents sont squeezés en sandwich. Entre la tranche, c'est un beau mot, hein, squeezer. Oui. Squeezés en sandwich entre la tranche de spécialistes. Bien heureux de venir dire aux parents comment gérer leur maisonnée. Hein. Mm-hmm. Puis notre tranche de responsabilité parentale, puis on va ajouter aussi l'opinion des autres, hein, qui est aussi tranche de fromage. Ouais, aussi abondante et grasse qu'une mayonnaise industrielle. Le parent sait plus dans quelle direction s'aplatir, tu sais, dans le sandwich. Donc, Julie et moi, on prépare cet épisode-là depuis un bout de temps. On a pas mal réfléchi au point de vue, de quel côté aborder ça. On avait envie de vous offrir quelque chose de différent du point de vue de la bienveillance, ça c'est certain, comme toujours. C'est un peu aussi la base du unschooling, c'est de regarder par-dessus la tête des paradigmes communs en éducation pour regarder en face les faits, les vrais besoins des enfants et surtout se regarder soi-même comme parents, regarder ce qu'on offre, regarder notre accompagnement, l'exemple qu'on offre aux enfants, qu'est-ce qu'on leur offre comme opportunité, qu'est-ce qu'on crée comme environnement éducatif. On fait cette vidéo-là spécifiquement pour les parents qui veulent, comme nous, remettre en question leur perception des écrans. Des parents qui veulent diminuer le contrôle autour des écrans pour offrir à leurs enfants des relations de confiance qui favorisent une bonne santé mentale et qui ne veut pas mettre de côté les effets néfastes de la relation. Pourquoi j'ai écrit ça? C'est quoi cette affaire-là? On veut pas mettre... on voulait dire qu'on ne veut pas mettre de côté, dans le fond, nécessairement les effets néfastes qui existent là, sur les écrans. OK, les effets néfastes qui existent. La phrase que tu vois n'était pas bien construite. Oui, mais c'est ça. Fait que c'est juste, c'est pas qu'on veut les mettre de côté, mais c'est qu'on veut regarder ça du côté de la perspective de la relation puis de l'accompagnement. On va, dans la première partie, on va parler surtout de nos expériences personnelles, de ce qu'on a fait pour se remettre en question nos pensées, ce que la société dit, tu sais, comme pour essayer de se faire notre propre opinion en laissant une grande partie aux besoins des enfants, à leurs intérêts et à qui ils sont. Puis, fait que ça, c'est la première partie. Notez qu'on va surtout parler d'enfants d'âge scolaire. Fait que c'est quand on a construit nos épisodes, on a 2 épisodes, puis c'est les enfants qu'on avait en tête quand on a écrit toutes nos affaires, tout construit nos idées. Et je vais ajouter que c'était quand même un peu stressant de faire cet épisode-là parce que c'est un sujet très, très, très controversé. En tout cas, pour moi, je sais pas pour toi, Stéphanie, moi, ça a été le dernier gros morceau que j'ai laissé aller, les écrans, le contrôle, parce que mais j'avais beaucoup trop de peur, puis mon impulsivité, mon besoin de contrôler était plus grand. Moi, c'était le premier. Toi, c'est le premier, tu regardes. Ouais. On est chacun différent. Exact. Une des premières choses que j'ai beaucoup aimé
pour changer ma perspective, c'est de me rendre compte que à travers l'histoire de l'humanité, quand il y a quelque chose de nouveau, ça soulève beaucoup d'opinions négatives, de tentatives de mettre de l'avant les dangers. Ça fait ça avec les trains, où est-ce que là, les médecins disaient c'est trop dangereux, il va y avoir des atteintes à vos organes. Les femmes, hein, surtout. Oui, ben probablement. Ils disaient que les femmes ne devaient pas prendre le train parce que ça irait trop vite, puis l'utérus se déplacerait, puis on ne pourrait plus avoir d'enfants, imaginez. Oui. Les livres aussi, tu sais, on aime-tu les livres? On aime-tu ça voir des enfants lire? Mais pourtant, il y a un moment dans notre histoire de l'humanité où est-ce que les livres étaient vus d'une façon négative, puis on criait au danger. Là, maintenant, en tant que parents, on est pris avec les écrans. Puis, de savoir ces choses-là dans notre histoire de l'humanité m'ont aidé à prendre conscience que peut-être que mes peurs étaient irrationnelles. Donc, mes peurs et mes croyances. Donc, la croyance que j'avais numéro 1 qui maintenait tout ça, c'est que j'avais l'impression d'être une bonne mère si je mettais des limites sur les écrans. Je sais pas toi, là? Oui, ben c'est surtout aussi par rapport aux conseils hein, qui viennent de partout. Ouais. Moi, je me souviens, tu sais, je lisais les petits documents là, quand on a notre premier enfant, puis ils nous donnent des conseils, puis on lit souvent quand on est une jeune maman, on se met à lire tout ce qu'il y a par rapport à l'éducation, les livres, on écoute les entrevues, les articles, ce qui est bon, ce qui est pas bon. Puis, ben là, il y en a en masse, hein, des spécialistes qui viennent dire que les écrans, c'est pas bon. Donc, moi, personnellement, je voulais pas en avoir, puis il n'y en aurait jamais chez moi. Oui. Jamais. Ce qui est très drôle parce que on est vraiment devenu une famille qui est très geek. Faut dire aussi que là, 20 ans, c'est un petit peu différent. Là. Aujourd'hui, c'est encore plus présent que ça l'était, moi, quand j'étais plus jeune maman. Ouais. Mais c'est ça. À un moment donné, avec le unschooling, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que je me suis questionnée sur ces conseils-là. Parce que moi, j'ai jamais été une maman qui accepte le conseil du médecin qui dit donnez-leur telle pilule et puis ça finit là, tu sais. Je suis quelqu'un qui pose des questions. Pourquoi? Pourquoi il y a besoin de ça? Il peut aller chercher ça ailleurs. Fait que ça a toujours été présent. Puis avec mon fils aîné qui a une maladie génétique, ben là aussi, il y avait tellement de traitements, tellement de trucs que j'ai posé des tonnes de questions. C'est-tu nécessaire? C'est-tu correct? Est-ce que vous êtes sûr? Puis, ben souvent, là, il y a plein de choses qui disaient, ben, c'est la norme, c'est ce qu'on fait. Mais si vous n'êtes pas à l'aise, OK, ben, on va regarder des alternatives. Alors là, moi, je me disais, imaginez un parent qui fait juste dire oui, sans questionner. Ben ouais, on donne des traitements, on donne des pilules, on fait des trucs, puis on y pense pas parce que le médecin, c'est plus facile dans son organisation. Fait que la même chose est arrivée avec les jeux vidéo. Je me suis dit, pourquoi qu'ils demandent ça? J'ai cherché, quand il y avait des articles dans les médias, j'ai écrit à des journalistes pour avoir les liens des études, par exemple, qui citaient dans les trucs. Et au final, j'ai réalisé que c'est une façade, les études négatives sur les jeux vidéo. Je ne sais pas que ça n'existe pas, ça existe tout à fait. Par contre, quand on fouille dans la science, on voit que les études scientifiques, c'est toujours quelque chose qui est très, très pointu. On étudie un truc contrôlé dans un environnement spécifique et toujours des enfants scolarisés. Oui, c'est toujours dans l'environnement d'enfants scolarisés. Puis pas rien que ça, c'est toujours avec des gens qui vivent une vie, je dirais, standard, avec un horaire standard. Les parents qui vont travailler du lundi au vendredi avec les week-ends libres. Fait que souvent, ce que je voyais, c'est que quand je suis allée plus loin, puis je suis allée lire des études, je voyais que les conclusions de l'étude, c'était pas les mêmes que moi j'interprétais que le petit texte de conclusion là, qu'il donne à la fin. Pourquoi? Parce qu'il voulait rendre service aux parents, puis il voulait pas dire que c'était bon ou que c'était pas bon. Fait qu'il disait toujours, mais il faut contrôler le temps d'écran, etc., etc. Mais quand on fouille, on voit que c'est un petit peu trop pointu. On peut relativiser, on peut nous-mêmes dans notre contexte, je veux dire, nous, en étant à l'école à la maison, en schooling aussi, on est beaucoup plus présent pour nos enfants, on fait de l'accompagnement, c'est notre
méthode d'enseignement, entre guillemets, là, si on veut. C'est pas vraiment une méthode, on va dire une philosophie de vie. Ouais. Donc, c'est différent du parent qui rentre de travailler le soir, qu'il faut qu'il fasse le souper, qu'il fasse faire les devoirs, qu'il fasse se coucher son enfant parce qu'il se lève à 6h30 pour prendre son autobus. Donc, c'est certain que là, la perspective à ce moment-là, elle va changer. Puis là, j'avais je vais vous donner l'exemple de ma banane. Ah oui, vas-y. Ma banane mortelle qui m'avait aidé justement à relativiser les études de jeux vidéo. Donc, une banane, elle peut être mortelle si on en mange 200 bananes en une journée. OK, 200 bananes. Ouais. T'es mort de quoi au juste, là? C'est le taux de potassium qui est dans la banane qui va s'élever puis qui va devenir beaucoup plus élevé. Le taux de potassium recommandé général, c'est 12 bananes par jour. Ça, c'est le taux. Mais ça, okay. C'est si tu ne manges pas de potassium ailleurs dans ton alimentation, que c'est 12. Mais si tu en manges 200, ils disent que il y a des bonnes chances que tu meurs parce que le potassium, ça fait augmenter le rythme cardiaque, la pression sanguine, puis bon, tu peux mourir d'un arrêt cardiaque. Bon, qui va manger 200 bananes par jour, hein? C'est ça. Danger, donc, danger. Vous pouvez mourir de manger des bananes. Ouais. Exact. J'ai vu des études, par exemple, je sais qu'on parlait pas des tout petits, mais j'avais vu une étude sur des plus petits là, qui écoutaient qui jouaient sur la tablette, puis ils disaient qu'il y avait des effets négatifs, mais quand on allait plus loin pour regarder dans l'étude, c'était 10 heures par jour que ça prenait à un tout petit. Ah, quel parent va laisser un enfant de 2 ans tout seul 10 heures de temps tous les jours sur une tablette? Sans interagir avec lui. C'est ça. Je veux dire, un enfant à cet âge-là, je veux dire, si l'enfant est devant l'écran 10 heures par jour, on s'entend qu'il y a des problèmes dans la relation, là. Ben, il y a des problèmes d'éducation, il y a des problèmes de parents là, qui sont pas présents. Là, parce que déjà, de toute façon, de façon naturelle, on le sait, là, un enfant de 2 ans, j'ai des gros doutes qu'il va passer 10 heures assis sur une tablette à rien faire. Ça bouge, un enfant de 2 ans. Là. Oui, ça veut bouger, ça a le goût de bouger. Fait que si on a l'environnement... C'est ça. Fait que c'est ça, moi, qui m'a fait changer ma perspective. C'est que je me suis dit, dans le fond, j'ai compris que c'était pas l'objet, c'était pas l'écran en tant que tel. Puis en plus, je veux dire, dans les 20 dernières années, l'augmentation de l'utilisation de nos ordinateurs, maintenant, je veux dire, on peut plus rien faire sans ordinateur, là. Il y a personne à l'université qui peut remettre des travaux écrits, là, à ce que je sache. Je penserais pas non plus, ouais. On fait nos impôts en ligne, on fait nos trucs bancaires en ligne. Je veux dire, c'est présent, c'est partout. Les réseaux sociaux, les médias sont rendus là-dessus, les films sont rendus là-dessus. Donc moi, je me suis dit, ça peut pas être ça qui est négatif. Ça peut pas être ça qui est démoniaque, tu sais, qui a un effet, là. Et donc, qu'est-ce que c'était? Ben là, je veux dire, il faut que tu te regardes en face. C'est toi, c'est ton environnement que tu crées, c'est la relation que tu as avec ton enfant, c'est la façon que tu y accompagnes. Puis ce que tu lui offres autour aussi, là. Oui, exactement. Un enfant qui passe toute la journée à l'écran, ça peut arriver, là. Tu sais, nous autres, on est geeks. Oh oui. Ils utilisent beaucoup l'ordi pour faire toutes sortes de trucs. Puis des fois, ça arrive qu'ils, d'après moi, sont trop là-dessus parce qu'ils s'ennuient. Mais souvent, c'est parce que nous, on est occupés puis qu'on n'a pas d'autres choses à offrir. Mais moi, c'est sûr que si j'offre à mes enfants d'aller faire des trucs qui trippent, tu sais, qui sont vraiment intéressants pour eux autres, ils vont venir, là, tu sais, ils vont lâcher leur ordi. Eux-mêmes, ils me le disent des fois, sont tannés. Fait que je pense que c'est ça. C'est que si l'enfant, il n'y a rien d'autre à faire dans sa journée, puis qu'il n'y a pas de présence parentale, puis qu'il n'y a pas une bonne relation, tu sais, avec des projets puis des trucs intéressants, ça se peut qu'il s'en aille là-dessus. Mais c'est pas à ce moment-là. Faut se regarder dans un miroir. Hein. C'est pas l'écran qui est le méchant. J'aime ça ce que tu dis parce que dans le fond, c'est qu'on va vraiment. Je trouve que quand je me sentais comme les écrans sont méchants, là, je m'arrêtais là. Comprends-tu? Ce que tu décris là, c'est le processus de remettre en question, de réfléchir, de s'informer. Tu sais, comme. Moi, on dirait que ça s'arrêtait là. C'est comme, c'est méchant. J'ai lu quelques petites affaires qui confirmaient ma perspective. Puis ça, c'est normal de faire ça. Là. On cherche à confirmer, dans le fond, notre bias de notre perspective. Là. Mais de se poser des questions puis de remettre en question nos pensées, je pense que c'est ça le chemin qu'on fait tous les parents pour se déscolariser, se déconditionner de tout ça. Fait que je pense que toutes les peurs que j'avais, toutes les peurs qu'on a, les parents, là, on va en parler de ces peurs-là, puis ce qu'on a fait, ce qu'on a
comment ça nous a aidé à changer notre façon de voir les écrans puis nos relations avec les enfants, là. Fait qu'une des peurs, je pense peut-être une des pires, c'est que nos enfants soient accros, qu'ils deviennent accros, qu'ils fassent juste ça. Puis même, on entend des histoires d'horreur avec ça, des enfants, des jeunes, des adultes, la plupart du temps, là, qui meurent parce que là, ils ont oublié de manger, puis des cas extrêmes, là, qui, selon moi, ne sont pas nécessairement associés. C'est comme... comment je dis ça? Je trouve tellement que c'est prendre des exceptions puis de nous faire peur avec ça. Fait aussitôt qu'on est anxieuse puis qu'on veut que nos enfants soient corrects puis soient heureux puis qu'ils se développent puis qu'ils s'épanouissent, mais là, ces choses-là, là, c'est comme l'horreur pour nous, là. Mais quand on est addict à quelque chose, que ce soit les écrans, à la drogue, à acheter trop de souliers, à la bouffe, hein, nous, c'est plus notre bug, ça. Ben, il y a quelque chose en dessous. C'est pas ce qu'on voit, le symptôme problématique. Il y a une source, là. Et où la source? Puis je trouve que le unschooling nous permet d'adresser la source. Est-ce que les jeunes là, qui sont addicts à la drogue à 25 ans, est-ce qu'ils ont eu une belle enfance? Est-ce qu'ils étaient proches de leurs parents? Est-ce qu'ils se sont sentis soutenus, écoutés, vus, respectés? De ce qu'on voit. Ça peut être dans l'enfance ou ça peut être ailleurs aussi, mais je pense que une dépendance, je connais la dépendance pour avoir des gens proches de moi qui en ont souffert, qui en souffrent encore. La dépendance, c'est juste je trouverai pas le nom, là. C'est un mécanisme, c'est ça, de compensation. Alors, oui, c'est possible qu'un jeune soit dépendant à n'importe quoi, dans le fond, là. Hein. Comme tu l'as dit, ça peut être au magasinage, à toutes sortes de trucs. Puis là, il faudrait qu'on parle éventuellement de la différence entre une passion puis une dépendance, là, parce que des fois, c'est oui, on peut voir ça comme une dépendance. Mais si on parle vraiment de dépendance, là, d'un jeune qui est vraiment, vraiment plus capable, mais souvent, ce qu'on voit sur les groupes d'unschooling, hein, moi, ce que je lis, en tout cas, ça me semble pas de la dépendance. Ça semble plutôt un enfant qui s'ennuie puis qui a pas de relation. Mais bon, c'est un mécanisme de compensation. Même les drogues, ça a été prouvé dans des études, par exemple, avec une étude comparative de personnes âgées. Ils étaient 70 000 au Canada, je pense, qui ont participé à l'étude, qui se cassent les hanches parce que c'est quelque chose qui arrive trop souvent chez les personnes âgées et qui ont eu de la morphine c'est de la morphine puis un autre drogue, en tout cas, je me souviens plus laquelle, mais c'est plus fort que la cocaïne, là, pour la douleur, là. Ouais, c'est ça. Et pendant des mois, puis il disait que c'était très peu le pourcentage. Il y en avait des gens qui devenaient dépendants à la drogue par la suite, là, chez les personnes âgées, mais c'était très peu. Là. C'était quelque chose de l'ordre de 8 Puis là, ils se sont posé la question, comment ça se fait, tu sais? Comment ça se fait que c'est pas qu'ils tombent pas toutes, parce que, tu sais, moi, je me suis fait dire ça, je sais pas toi, mais à l'adolescence, on touchez pas à la drogue une seule fois, puis vous êtes faite, puis vous êtes dépendant. Puis... Donc, ce qui est ressorti de leur étude, c'était que c'était l'environnement qui faisait une différence. Un jeune qui est avec une gang de jeunes, qui a déjà des dealers autour d'eux autres, tu sais, qui ont commencé par le pot ou par d'autres trucs. Je veux dire, c'est plus difficile de sortir de ce milieu-là, de l'environnement qui a fait en sorte que la personne a besoin encore de drogue pour compenser quelque chose, que ce soit émotif ou physique ou etc. Anesthésie les émotions douloureuses. Exactement. Alors que les personnes âgées qui prenaient ça, souvent, ils étaient pas seuls, ils étaient en couple ou, tu sais, ils ont une famille. C'est pas le même environnement. Donc, je pense que c'est ça l'affaire. Et puis là, tu disais tantôt, t'avais une peur. Là, je vais dire quelque chose qui va peut-être être choquant. Si ça vous parle pas, c'est bien, bien correct, là. Enlevez ça de votre tête. Okay? C'est dans mon processus. Moi, j'ai l'impression que souvent, des fois, les peurs, c'est plus facile. Oui! C'est plus facile de s'accrocher à une peur et de dire c'est l'écran le problème, on enlève l'écran, que de se regarder soi-même en face. Combien de parents on voit sur les réseaux sociaux? Puis là, je m'inclus là-dedans parce que ça m'arrive moi aussi. C'est juste que là, peut-être que
dans les dernières années, c'est un petit peu plus facile pour moi là, de faire ce lien-là, mais ça m'arrive encore d'avoir besoin de me parler puis de me dire, ouf, moi, là, qu'est-ce que j'offre aux enfants en ce moment? Ouais. S'ils sont pas bien, là, à chaque fois, des fois, je tourne en rond, puis je cherche, puis jusqu'à temps que ça clique, puis je me dis, bon, moi, je suis stressée en ce moment. Moi, je suis occupée en ce moment dans mes projets. Moi, je fais des trucs. Je veux dire, c'est normal, l'enfant, il y a pas de carte de crédit, il n'y a pas de carte de guichet puis d'auto, il peut pas partir comme il veut. Je veux dire, c'est lui qui est dépendant de ce que nous, on crée comme parents, comme mode de vie. Donc, c'est plus facile de faire ça, de dire non, pas d'écran, parce qu'à ce moment-là, on se déresponsabilise, on se dit c'est de la faute de l'écran, je reste un bon parent, c'est pas moi, c'est un objet. Donc, ça, c'est difficile. Moi, c'est la chose la plus difficile que j'ai eu à faire dans toute ma déscolarisation. Pour tous les sujets, ça a toujours été la même chose. Ça a toujours été me regarder en face puis voir ce que moi j'offre. Puis là, je me disais, à chaque fois qu'il y a un problème, tant que je juge pas que la relation va bien, que notre environnement va bien, que les enfants ils ont tout ce qu'il faut, qu'ils ont des opportunités, du matériel, qui trippent, tu sais, tant que tout ça est pas en place, je ne vais pas aller enlever des affaires, enlever des écrans, leur dire, les forcer à aller dehors, va jouer dehors, tu sais, sans rien, là. Donc, tu donc cherches c'est quoi qui est en dessous, là. Oui, c'est ça, mais c'est souvent une fuite, là, la peur. Ça peut venir, par exemple, de choses qui viendraient de notre enfance. Bon, là, c'est sûr qu'au niveau des écrans, on n'a pas été élevés comme nos enfants aujourd'hui là-dedans. Fait que ça se peut que ça soit quelque chose qui soit inconnu pour nous. Vu que nous, on n'a pas été élevés là-dedans, on l'entend encore, hein, ces réseaux sociaux, là, dans mon temps. Oui, c'est ça. Oui, mais dans notre temps, il y avait les écrans, il y avait la télévision. Puis moi, ça, c'est une affaire, là, la télévision, je veux dire, du moment où j'étais très jeune, où est-ce que je me sentais très seule avec mes émotions parce que j'étais jamais mes émotions n'étaient jamais accueillies, ben la télévision est devenue mon refuge. Mais tu sais, elle aurait peut-être pas été si justement j'avais eu des relations où est-ce que je me serais sentie écoutée, je me serais sentie vue, tu sais. Fait que c'est devenu un refuge parce que ça me faisait quand même du bien. Fait que je suis contente quand même d'avoir la télévision dans ma vie parce que ça m'inspire. Il y a beaucoup de positifs, même si des fois, il peut y avoir du négatif, il y a beaucoup de positifs, puis il y a plus d'avantages souvent que de désavantages. Puis je pense que c'est pareil avec les écrans. Puis de se regarder en tant que parent, tu sais, dans le fond, quand tu dis que de regarder nos peurs puis de prendre la responsabilité de ce qu'on amène dans notre relation, moi, je dis que c'est courageux ce qu'on fait, là, parce que oui, c'est plus facile de se déresponsabiliser en voulant contrôler les enfants. Mais moi, j'avais comme tout enlevé le contrôle, puis sur des sujets comme le sommeil, l'alimentation, c'était le dernier morceau, les écrans. Puis je le savais que c'était le chemin parce que je ne voulais pas avoir à contrôler mes enfants et à les punir. Fait que je le savais que j'avais du travail à faire en lien avec les écrans, puis je le savais que c'était des peurs, là, tu sais. Fait que moi, oui, là, tu sais, ces personnes qui sont en train de nous écouter en ce moment, là, puis que ça leur parle ce qu'on dit, là, ils sont comme ça, là, ils sont courageuses, là. Peut-être qu'ils sont encore en train de contrôler les écrans, puis c'est correct, c'est un chemin. C'est faux. Je dis souvent à mes clientes d'attendre. Parce que des fois, là, la confiance arrêter de contrôler les écrans est pas assez haute. On n'a pas encore assez remis en question nos peurs, puis on n'a pas été chercher assez d'informations positives pour vraiment comme être capable de refaire le chemin. Parce que même quand on arrête les écrans, je sais pas comment c'était pour toi, là, mais moi, ça revenait par vagues, là. J'avais des vagues qui remontaient, puis là, oh mon Dieu, là, tu sais, j'avais arrêté le contrôle, là, puis là, tout d'un coup, j'avais le goût de le remettre, là. Fait que dans ce temps-là, il faut leur faire le chemin. OK, mon Dieu, OK, c'est ma part de ça qui remonte. C'est là, je suis fatiguée. Tu sais, comme faut que je refasse le chemin. OK, il faut que je relise les articles qui ont fait en sorte que j'avais vu que, mon Dieu, il y a beaucoup de positifs sur les écrans aussi, puis l'ordinateur. Faut que je fasse le choix de choisir la relation avec mon enfant à la place de mes peurs, à chaque fois. Oui, puis souvent, c'est surtout, ben, moi, tu sais, dans ma desco, ça a été vraiment du jour au lendemain. J'étais un parent contrôlant.
On faisait l'école maison, mais tout était contrôlé, là, micro-contrôlé. Et du jour au lendemain, je suis allée vers la déscolarisation parce que ça va comme ça. Mais la plupart des gens vont y aller de façon un peu plus graduelle. Ouais. Puis à ce moment-là, si les peurs y remontent, il y a aussi l'environnement qu'on peut regarder. Parce que c'est sûr que quelqu'un qui contrôle ses enfants, si du jour au lendemain, il leur dit « OK, voici un ordinateur et vous faites ce que vous voulez quand vous voulez », c'est clair que ça se peut que l'enfant se pitche dessus pendant 2-3 mois, puis qu'ils veulent juste faire ça parce qu'ils se disent c'est ben trop pour être vrai, là. Je vais en profiter pendant que ça dure. Exact. Fait que moi, c'est comme ça que c'est arrivé. On a acheté 2 ordinateurs pour les gars, puis ils ont été beaucoup là-dessus, puis ils se sont mis à être bêtes. Aussi, quand j'allais leur parler, leur demander s'ils voulaient venir manger, tout ça. Par contre, ils n'ont jamais été plus bêtes que qu'est-ce que moi, j'avais été avec eux avant. Donc, vrai. Ça a été difficile là, pour moi, tu sais. Ben, je les laissais pas, là, tu sais, mais je leur disais, j'aime pas ça quand tu me réponds comme ça, tout ça, tu sais. Fait que ça a pris quelques mois, moi, avant que ça s'adapte, puis qu'ils s'équilibrent, puis qu'ils croient vraiment, là, qu'ils me croient. C'est spécial de dire ça, mais c'est ça. Ça a pris du temps que mes enfants me fassent confiance. Oui, exact. Mais au moment où ils l'ont fait, ça a pris quelques mois, je sais pas, peut-être. Moi, je nous donne 1 an à peu près, là, où vraiment, là, ils étaient sûrs et certains, là, qu'ils pourraient dire, tu sais, qu'ils pouvaient choisir ce qu'ils mangent, leur sommeil. Ouais. Non, c'est ça. Ils étaient convaincus, là. Tu sais, j'en avais assez parlé et tout ça. Donc c'est ça. Moi, ça s'est fait de cette façon-là, mais souvent, moi, quand les peurs remontent, c'est plutôt, je le sais tout de suite, dans mon cas, que c'est parce que j'offre pas quelque chose. Il leur manque quelque chose, là. Fait que dans ce temps-là, quand tu le sais, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Tu sais, c'est pas compliqué. C'est comme, OK, ben là, on repart, on discute, là. C'est arrivé justement tantôt avec Alain. On s'est mis à discuter. Bon, quelle activité faudrait qu'ils fassent? Ils ont besoin de sortir. Ils le disent eux-mêmes, là, tu sais. Donc, puis il y a une activité qui prenait fin cette semaine. Donc là, on a remplacé ça par autre chose, tu sais. Puis on discute avec les enfants aussi, qu'est-ce qu'ils ont envie de faire. Donc c'est ça. Moi, je suis je me souviens pas tant que ça, les peurs comme toi. Tu sais, moi, tu le sais, j'ai une peur. Je lis. C'est intense. Et puis après ça, une fois que ça clique, je peux plus revenir en arrière. C'est ça. Ah oui. Donc, c'est ça. Maintenant, quand il y a une peur qui monte, pour moi, c'est toujours ça. Qu'est-ce que j'offre? Tu sais, ma fameuse phrase là, que j'écris depuis des années tout le temps, là, offrir plutôt que limiter. Ouais. Fait qu'à chaque fois, c'est mon gros truc quand il y a quoi que ce soit de la bouffe, du sommeil, offrir des choses au lieu d'en enlever, au lieu de limiter des trucs ou de contrôler, là. Exactement. Puis, même affaire, nous autres ici, quand j'ai décidé de laisser aller le contrôle, ça a pris peut-être 1 an, comme tu dis, là, où est-ce que là, Benjamin, puis je l'ai su ça, sur le coup, je l'ai pas su. C'est que plus tard, pour un article pour laquelle j'ai fait comme des vidéos où je posais des questions à mes garçons, là, puis je sais pas pourquoi, mais c'est tombé sur ce sujet-là, puis Benjamin, il m'a dit, je pourrais peut-être mettre le lien quelque part, Benjamin, il m'a dit, quand j'étais sûr et certain que tu n'allais pas remettre des limites, à place de me dépêcher à jouer à des jeux le fun, puis juste comme jouer, là, j'ai commencé à travailler, jouer. Mais tu sais, comme j'ai cherché, j'ai lu, je faisais des choses qui étaient moins le fun, mais qui étaient des intérêts. Beaucoup aussi. Fait que pour moi, ça, c'est comme wow, là. Puis c'est en plein ça que tu rencontres pour tes enfants aussi, là. À un moment donné, quand ils ont confiance qu'on va pas leur enlever, puis ça demande du temps. Fait qu'1 an, là, des fois, là, c'est long, là, avant que là, on se rend compte que, oh my God, finalement, il fait plus juste jouer à Minecraft. Donc, puis Minecraft, c'est loin d'être un jeu, c'est un très bon jeu, mais il est plus juste sur cette affaire-là, là. Il est comme, oh mon Dieu, il a ouvert Wikipédia, puis regardons ça, il est en train de chatter avec quelqu'un, puis là, ils sont en train de faire une histoire. Tu sais, comme, ça ouvre. À place d'être comme fermé, on joue juste à une affaire, là, on rouvre, puis là, c'est là que les apprentissages se font et que la magie opère. Oui. Puis il faut que le parent il observe son enfant aussi. Ouais. Parce que c'est clair que si c'est super contrôlé puis qu'ils ont juste 1 heure, ils vont faire 1 heure d'un truc intense. Mais quand ils sont complètement libres, là, moi, c'est ce que j'ai vu aussi chez mes enfants. Là. Ils ont des groupes là, sur Discord avec d'autres personnes. Il y a même toi qui es dans un de leurs groupes là, que j'ai appris dernièrement avec ton fils. Puis tu sais, puis
puis ils discutent avec d'autres personnes, puis je veux dire, mon fils, un de ses amis d'école maison qui est là-dessus, il tripe lui aussi sur les dinosaures, fait que là, il s'envoie des liens vers des documentaires de National Geographic, puis les meilleurs livres à acheter là-dessus, fait que ça finit par prendre de l'expansion, mais pour ça, il faut qu'il puisse, tu sais, il faut d'abord qu'il l'ait exploré. Si c'est quelque chose qui est un peu tabou, qui est comme t'as telle heure à telle heure, puis il faut que tu fasses attention, tu sais, puis t'es toujours surveillé et tout, ben c'est sûr qu'ils peuvent pas complètement utiliser l'outil, là. Mais ça, on va en parler peut-être un peu plus dans l'autre épisode, mais on va parler des trucs positifs. Mais là, moi, je voulais adresser un autre point que toi aussi, je suis sûre que tu veux parler, parce on parlait de la dépendance. Ouais. Mais il y en a un autre qui revient aussi beaucoup, hein, c'est la peur de la violence, de ce que ça provoque de la violence. Puis là, je voulais juste commencer. Tu as plusieurs trucs super intéressants que tu as prévus. Je voulais juste faire une petite intro sur la première étude où j'ai vraiment réalisé que les études sur les effets négatifs, fallait aller voir plus loin que ce que les spécialistes viennent nous dire en entrevue dans les articles. C'était la fameuse étude qui a été une référence pour... Quand moi, j'ai vérifié auprès des journalistes, toutes les études qui parlaient, c'était toujours celle-là. C'était une étude. En Angleterre qu'ils ont fait, je t'en ai déjà parlé, c'est plusieurs familles, ils devaient, selon un horaire prévu, laisser leur enfant jouer à leur jeu préféré. Puis après ça, le parent, il avait une enveloppe, il ouvrait l'enveloppe et là, c'était indiqué, par exemple, OK, à 1 minute 18 ou à 18 minutes 15 ou à quelque chose comme ça. Chacun avait des trucs un peu arbitraires. Ils devaient fermer l'écran. Comme ça, sans avertissement. Et puis là, il fallait qu'ils prennent en note les réactions des enfants. Fait que c'est sûr, il y a un des enfants de l'étude qui a pitché sa manette. Tu sais, je veux dire, il était peut-être en train d'arriver au dernier niveau, là, tu sais, puis les enfants, ils ont chialé, ils ont crié. Et donc, les résultats de l'étude que moi, je voyais dans les articles, quand je suis allée vraiment voir, la conclusion, c'était que les jeux vidéo rendent violents les enfants à cause de cette étude-là, là. Imagine comment ça n'a pas de bon sens, là. Imaginez, là, si le monde faisait ça au bureau, là, pendant que quelqu'un est en train de faire un travail, puis là, tout à coup, il ferme ton écran, tu sais. C'est sûr que ça va rendre agressif. Ça, c'est violent. À quoi tu t'attends? Ben oui. C'est un acte super violent envers quelqu'un. C'est sûr qu'il va réagir avec violence. Ça n'a pas de bon sens, là. L'affaire, c'est un nez rouge. Oui, ben exactement. Là, ça, c'en est une. Là, c'est sûr que des fois, les études qu'on voit, c'est quelque chose de très spécifique. Des fois, il faut regarder le nombre d'heures qu'ils ont étudié. Comme je disais tantôt, à un moment donné, chez les tout-petits, là, je sais qu'on n'en parlait pas, mais chez les tout-petits, avec un effet néfaste, je me souviens pas si c'était sur quoi, mais il avait calculé qu'il fallait que le jeune fasse 10 heures par jour. Tu sais, chez des adolescents aussi, il avait parlé d'un nombre d'heures qui n'avait pas de bon sens non plus, là. Donc, moi, c'est ce que je vous dis d'abord quand on parle de violence, c'est aller plus loin, aller lire comment que l'étude elle a été faite, les conditions de l'étude, les vraies conclusions, pas uniquement celles qui est interprétée par les experts qui veulent surtout pas nuire à l'éducation du parent, là, ils veulent pas leur mettre des bâtons dans les roues, fait que souvent ils vont dire mais il faut contrôler les écrans. Ouais, c'est ça. Donc mais en tant que femme, l'affaire aussi, je sais pas si tu vas d'accord avec moi, mais c'est que la plupart des femmes n'aiment pas la violence. On est comme si on est fait comme ça, on n'aime pas la violence, fait qu'on la voit partout dans les jeux vidéo. Si on s'arrête pas, là, je veux dire, on le voit partout, la violence. Je me souviens, Benjamin, qui jouait à un jeu qui s'appelle Rumble Fighter, puis ça, c'est peut-être que j'aurais d'en parler dans l'autre épisode, là, mais puis oui, les bonhommes, ils se battaient, tu sais. Fait que là, je le regardais, puis tu sais, j'étais capable de voir, puis entendre les gens, d'autres femmes, on n'aime pas ça, la violence. Fait qu'on a comme le goût qu'ils jouent pas des jeux violents parce qu'on a peur de ça. Mais on est qui pour décider? Je sais que c'est plate, là. On est qui, nous, pour décider ce qu'une autre personne a envie de vivre, a besoin de vivre? Puis dans la nature, on le voit aussi, là, que des fois, les petits lionceaux qui se battent ensemble, puis que ça les prépare pour quelque chose, mais c'est comme si on disait, OK, ils n'ont plus le droit de se battre, on va les séparer, puis voyons, ils ont besoin de ça pour survivre. Fait que c'est comme, même si on le voit pas, pourquoi nos enfants aiment des jeux violents,
Ben moi, je pense que c'est pas notre place. Faut faire la paix avec ça, que moi, j'aime pas ça, mais mon conjoint, il a le droit d'aimer ça. Il a le droit d'aimer le hockey, puis là, il se bat, puis il a le droit, pourquoi pas? Tu sais, c'est comme, faut comme prendre cette responsabilité-là que nous, on n'aime pas ça, mais que c'est pas parce que moi, j'aime pas ça que je décide pour les autres puis que je décide pour mes enfants. C'est comme je dis, moi, ma couleur préférée, c'est le rose. Ben là, maintenant, c'est la couleur préférée de tout le monde dans la famille. Voyons donc! C'est comme, c'est ça, là. C'est pas le gros bon sens, là, tu sais. C'est ça. Puis moi, au début, quand mes deux plus vieux étaient jeunes, il n'y en avait pas eu, là. Il n'y avait pas eu de jeux vidéo chez nous. Il n'y avait pas de télé violente. Il y avait, tu sais, je voulais même pas que mes parents leur achètent des fusils à eau, là, tu sais. Ouais, C'était oui, loin oui, mon oui, oui. affaire. Mais c'est à ce moment-là, moi, que je me suis questionnée. C'est parce que mes gars, ils ont pris des bâtons puis ils se sont mis à se battre, à s'inventer des jeux, tu sais. Instinctif. Donc, exactement. J'ai vu que c'était naturel de s'opposer un à l'autre, là, tu sais. Ouais. Je l'ai vu surtout chez les garçons. J'ai l'impression que c'est plus à cause de notre éducation, là. Mais donc, il y avait ça. On le voit aussi dans les parcs, tu sais, les mamans qui disent non, va pas là, puis le père qui est comme, tu sais, on voit souvent des blagues là que le père est opposé, qui s'en occupe pas, qui néglige, ou la difficulté. Il y a des organismes maintenant qui organisent là, des jeux avec des risques, là, avec des outils ou des trucs comme ça pour les tout petits. Puis c'est difficile pour les petits là, de se dire, Ouais. je vais laisser mon enfant jouer avec une scie. C'est un peu comme mon entreprise qu'on a fait un espèce de couteau en bois sécuritaire. Ça a marché parce que les parents, je veux dire, moi, ma fille, elle grimpait tellement partout, elle fouillait tellement partout, puis elle était capable de défendre toutes les child-proof cossins, là. Oui. Fait que, je veux dire, elle se retrouvait avec des couteaux, on avait beau les cacher en haut du frigo, elle grimpait en haut du frigo, là. Donc, il a fallu à un moment donné qu'on l'accompagne avec des vrais couteaux pour que si jamais, tu sais, on le sait, là, quand ils sont tout petits, hein, t'as un petit 2 minutes d'inattention, puis c'est fait. Donc, moi, je me suis dit, si ça arrive, au moins, ils vont, tu sais, elle va savoir déjà. Puis là, ben, finalement, on en a fait aussi en bois parce qu'il y a des parents qui pouvaient pas du tout ben, il y en a aussi qui n'ont pas le temps non plus, tu sais, avec la cardienne ou ailleurs. Donc, c'est pour ça que ça a vraiment, vraiment marché. Une part aussi que j'avais, c'est que je me sentais coupable. Quand mes enfants étaient devant les écrans, puis mettons, moi, j'allais faire de la vaisselle ou j'écoutais la télé, tu sais, ou en tout cas, je me sentais coupable de les plugger devant la télé. Puis dans le fond, ce que je me sentais coupable, c'est que, mon Dieu, je suis pas une bonne mère, je les laisse, je les plug, je suis pas une bonne mère en ce moment. Là. Mes enfants sont devant la télé ou devant l'ordi, puis je suis comme contente qu'ils soient là parce que moi, je peux faire mes choses puis je peux avancer quelque chose sans être dérangée aux 15 minutes. Tu vois dessus, c'est vraiment la culpabilité qui venait de là. Mais avec le temps, ce que j'ai compris, c'est que dans le fond, la peur qu'il y avait, c'est que je voulais pas être une mauvaise mère puis je voulais pas comme faire du on-parenting. Tu sais, c'est comme mon enfant qui joue aux écrans, lui, il a du plaisir. Moi, je fais mes tâches, ça va bien. Mais là, c'est le gros bon sens dit, il fait pas ça à journée longue. Moi non plus. Je suis pas dans le on-parenting. Le on-parenting, c'est comme, je m'en fous de mes enfants, là. C'est comme, tant mieux s'ils sont les écrans, j'ai la calisse de paix, là. C'est ça, là, le on-parenting, là. Clairement, la personne qui se sent coupable de laisser ses enfants devant la télé est pas dans le on-parenting, là. Tu sais? Puis de pas se sentir coupable, de voir ça comme, ben, on fait chacun nos choses en parallèle pendant une certaine période. Après ça, on reconnecte. Après ça, on fait autre chose. Mais la relation est là. C'est pas du on-parenting. Fait que ça, cette culpabilité-là, toi, l'as-tu ressenti, ça, la culpabilité de laisser tes enfants devant l'écran? Oui, Ouais, je l'ai ressenti, c'est sûr. Moi, tu vois comment on a regardé ce qui était problématique, là, parce que, je veux dire, je me sentais surtout moi, là, c'est surtout moi qui étais à la maison. J'ai regardé ma propre utilisation de la télévision. Ouais. Alors, tu sais, moi, je me suis fait dire quand j'étais petite, fais ce que je dis, fais pas ce que je fais. Puis j'ai pas envie de faire ça avec mes enfants. Alors, je me suis dit, si moi, là, à tous les soirs, Alain et moi, on s'effoirait sur le divan, on couchait les enfants de bonne heure, puis on écoutait la télé
tous les soirs, sans arrêt. Puis on le faisait justement parce qu'on avait besoin de relaxer, on avait besoin de décompresser, puis parce qu'on n'avait rien d'autre à faire, parce que c'est facile. Ouais. Donc, je me suis dit, je suis qui, moi, pour montrer cet exemple-là, mais dire à mon enfant, ben non, fais pas ce que je fais, fais ce que je dis. Donc, nous, on en est venu à la conclusion qu'on ne voulait pas de télé chez nous. Donc, nous, on a enlevé puis je trouvais que les contenus étaient, qu'il n'y avait pas grand-chose là, à la télé. Fait qu'on a coupé ça. Par contre, ça a été difficile. Mon conjoint ne voulait pas. OK. Puis fait que ça a été dur au départ, mais en tout cas, moi, je me dis, c'est un peu comme dans l'alimentation. Si ça te fait peur puis tu te sens coupable parce que ton enfant mange toujours du sucre, ben je veux dire, c'est toi qui fais l'épicerie, là. Ouais, c'est ça. Tu pourrais décider puis là, je parle pas de se cacher pour toi en manger comme parent. Oui, c'est ça. Tu peux pas le faire, là. Ça, c'est une autre affaire. Mais de montrer l'exemple puis de le faire soi-même, puis tu sais, c'est ça qu'on a fait. Puis tu vois, le moment qu'on a laissé, ben là, on a la télé, là, on a des streaming, là, c'est sûr, mais on n'a pas le poste de télé. Je veux dire, le moment qu'on a fait ça, Alain et moi, ben, j'ai créé mon entreprise qui nous fait vivre aujourd'hui, 12 ans après, là. Donc, pour nous aussi, ça avait un impact négatif, tu sais. Ça a enlevé. Fait que moi, je me dis, si vraiment vous êtes, soit vous dites la télé, moi j'aime ça, il y a des passionnés de cinéma, de séries, soit vous le faites, mais vous devez accepter que c'est l'exemple que vous donnez à votre enfant, ou soit, ben, vous vous dites, OK, ben ça, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment pas bon, je vais l'enlever. Donc, moi, c'est comme ça que j'ai vécu ça. Je dis pas que je l'ai enlevé parce que c'est mauvais, mais nous, ça avait cet impact-là sur Alain et moi. OK. Ça avait un impact négatif sur nous. On écoutait ça par dépit, c'était pas par passion, c'était pas parce... Fait que c'est ce qu'on a fait, tu sais. Ouais, c'est ça, j'aime ça. J'aime beaucoup ça, aller comprendre aussi ce qu'il y a en dessous. Tu sais, je me rends compte que des fois, quand on est à bout, puis je le vois chez mes garçons aussi, quand ils sont fatigués, qu'ils sont stressés, qu'ils ont beaucoup de travaux, d'examens, des choses comme ça, leur niveau de stress est très haut. Ils vont aller vers du contenu facile à consommer, des choses qui font du bien, comme des émissions ou des jeux super qui leur font du bien. Mais quand ils sont plus reposés, quand ça va mieux, qu'ils sont moins stressés, là, ils vont aller vers des choses plus complexes ou ils vont aller vers des choses qui sont pas comme du plaisir instantané, là, tu sais, c'est vraiment différent comme contenu. Fait que, tu sais, en tant que parent, on peut se poser la question aussi, là, tu sais. Je me souviens, moi aussi, là, le soir, même souvent, on fait ça, nous autres, le soir, écouter la télévision, puis qu'est-ce qu'il y a en dessous de ça que je trouve important? Des moments où est-ce que on est plus dans l'action, qu'on va moins écouter la télévision, c'est différent là, de ce qu'on vit. Fait qu'à place d'enlever l'écran pour nous ou pour nos enfants, de se demander, il y a quelque chose dans ma vie qui fait en sorte que j'ai ça. Juste de le comprendre peut permettre d'ouvrir sur autre chose, peut le permettre aussi d'arrêter de nous sentir coupables, mais comme tu le dis, oui, de prendre la responsabilité. Puis ça, je le disais en lien avec les sacres dans un autre épisode. Moi, je sacre, pas tous les jours, pas en tout, mais c'est une façon de m'exprimer. Puis pour moi, ben, si moi je sacre, j'ai pas d'affaire à empêcher mes enfants de sacrer, là. Tu sais, c'est pas, c'est quoi l'expression? 2 mesures, 1 mesure, 2... 2 poids, 2 mesures. 2 poids, 2 mesures. Fait que c'est pas ça. C'est pour moi, ça peut être dérangeant, mais il reste que c'est moi que ça dérange, c'est moi qui s'en occupe là. Une autre des peurs que ah oui, tu avais quelque chose à dire par rapport à ça? J'allais juste dire que la télé, dans le fond, nous, on l'a pas enlevé en entier. On a juste enlevé le contenu que tout le monde regardait, pas par intérêt, mais juste parce qu'il n'y avait rien d'autre à faire. C'est ça. Tu as été plus pointu probablement dans ton choix de contenu, hein? Ben, c'est ça. Maintenant, avec le streaming, on regarde la télé ensemble, on regarde des films, on regarde des séries, mais tu sais, ils sont choisis, puis on a hâte qu'à ça sort, puis on fait pas juste
j'ai rien à faire, je m'assois devant la télé, puis j'allume, puis je reste plantée là. Tu sais, comme Oui. certains parents font aussi, hein, avec Facebook et les réseaux sociaux, parfois. Quand on est fatigué, on est là, puis Ah oui, c'est ça, on est fatigué, puis c'est il y la a seule chose rien qu'on à est capable de faire, ou presque. C'est ça, il n'y a rien d'intéressant ou quoi que ce soit. Fait que moi, c'est toujours ça, si je me questionne d'abord moi-même de ma propre utilisation, tu sais. Exactement. Une autre affaire que les parents ont beaucoup peur, c'est la peur que ils fassent rien d'autre. C'est comme si je les laisse être devant les écrans, ils n'auront plus jouer dehors, ils n'auront plus le goût de bricoler, ils n'auront plus le goût de faire ci, de faire ça, ils n'auront pas d'amis, c'est comme c'est cette peur-là. Puis surtout que, tu sais, quand tu enlèves le contrôle, au début, là, ils font juste ça, là. Fait que, oh my God, cette peur-là est comme big, big, big. Oui, puis ça vient justifier la peur aussi. Quand tu es dans le contrôle, Ben oui, que là, tu dis, OK, je vais l'essayer. On en a vu plein sur les groupes d'unschooling qui ont dit, OK, je vais l'essayer. Ah ben non, ça n'a pas marché, il faisait que ça, il ne voulait plus manger, il ne voulait plus ci, il ne voulait pas ça. Mais là, il n'est pas dans une utilisation normale, avec une bonne relation. Là. Il était dans une relation de contrôle avec son parent. Puis là, il va réagir en consommant beaucoup parce que l'enfant, de façon naturelle, il a besoin il est curieux, puis il a besoin d'apprendre. Puis là, il y a un bel outil devant lui qui l'intéresse. Fait que c'est sûr que si on y enlève, c'est pas naturel dans sa tête. Là. Comment ça se fait que ça a l'air intéressant, puis j'ai pas le droit? Fait que c'est sûr que à ce moment-là, quand on fait ça du jour au lendemain, l'enfant va se pitcher. Puis même si on le fait graduellement aussi, là, moi j'ai l'impression aussi qu'on va te donner 2 heures, l'enfant va se pitcher. Moi, je dirais qu'il faut attendre plusieurs mois pour que l'enfant... C'est la confiance qui est la base. Fait que c'est au moment où l'enfant va avoir vraiment confiance, que son parent lui fait confiance pour de vrai, que là, il va vraiment... Moi, c'est ça aussi qui ont commencé là, à s'autogérer. C'est vraiment quand ils ont pu... Il a fallu qu'ils aillent un peu plus loin puis qu'ils en fassent beaucoup plus que mon confort pour qu'éventuellement, ils soient fatigués puis que là, je leur dise qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, tu sais? Là, j'étais sur mon ordi et tout ça. Ben là, peut-être que tu as besoin de bouger, tu sais, ton corps a besoin de bouger. T'as-tu mangé? Tu sais? Fait que c'est plus ça, là. Je pense que c'est plus il faut que l'enfant ait le choix, il faut qu'il ait la liberté. Puis là, à ce moment-là, il va commencer vraiment à s'autogérer de lui-même, là. Ouais. Tellement, tellement, tellement d'accord. Une autre peur aussi, je pense que les parents ont beaucoup, c'est peur que ils sont devant les écrans, c'est facile, ils jouent, ils s'amusent, ils font rien de bon, ils apprendront jamais à faire des efforts. Fait que la peur, c'est mon enfant, il va être rendu à 25 ans, 35 ans, il va encore habiter chez nous à se pogner le bain. C'est ça la peur, là, tu sais. Puis ça, là, moi, je trouve que toutes les peurs qui sont en lien avec le futur, il y a bien plus de chances qu'ils soient irrationnels. Le pourcentage de chances qu'ils soient irrationnels, c'est ça. Parce que quand tu t'assois avec ton enfant puis tu t'intéresses vraiment à lui, tu t'assois, tu regardes à quoi qu'il joue, là. Oh my God, que tu te rends compte que, hey, dans un jeu vidéo, là, ils font beaucoup d'efforts, mais c'est eux qui les choisissent. C'est pas parce que nous, en tant que parents, on leur demande de faire des efforts sur ce qu'on choisit puis qu'ils n'ont pas le goût de faire, comme l'école souvent, qui sont pas capables de faire des efforts, mais c'est que là, ils sont en développement. Apprendre à faire des efforts, là, ça se fait tellement bien dans un contexte où est-ce qu'il y a aussi du plaisir. Ils sont challengés dans les jeux vidéo, là. Ça va pas bien à ce boss-là. Ils sont toujours en train de mourir. Il leur manque quelque chose. Ils vont faire de la stratégie. Fait que, à travers les jeux, ça, c'était une des peurs les plus vives pour mon chum, qui est, en passant, qui est programmeur, pour ceux qui ne savent pas que... C'est ici, dans le fond, j'ai 3 programmeurs, il y a juste moi qui est... On est très, très, très techno et très geek. Ça aide aussi à comprendre parce que j'aime beaucoup les technologies, là. Mais, oh my God, j'ai perdu mon train de pensée. Ben c'est ça, tu disais que tu avais peur que le jeune ne fasse que ça tout le temps, là, puis qu'il fasse rien d'autre, puis qu'il apprenne pas, puis qu'il fasse pas d'efforts. Moi, là, ces peurs-là, là, j'appelle ça le syndrome du tout ou rien.
Oui, blanc ou noir. Ah oui. C'est ça. Souvent, là, c'est ça. Ah, ben là, on lui donne un gâteau. Ah, ben, il va manger que ça. Du matin, midi jusqu'au soir. Ou la crème glacée, ou des trucs comme ça. Si je le laisse faire, il va faire que ça, tu sais. C'est ça. Ça aussi, c'est facile, je pense. Oui. C'est facile, puis ça prend sa source dans le contrôle qu'on veut faire parce qu'on a peur. Fait qu'on se dit, on va contrôler. Mais dans le fond, je veux dire, il pourrait y avoir un enfant qui en fait des heures par jour parce qu'il est passionné par ça, là. Mais ben bon, moi aussi, je viens de perdre mon point. Ouais, c'est ça, c'est pas tout ou rien. Ouais, c'est ça. Toujours relativisé, tu sais, il faut... Oui. Puis encore là, moi, c'est toujours le même point. Tu dis que t'avais peur qu'il fasse que ça. Oui, mais ma question, ça va toujours être ça, mais qu'est-ce qu'il y a autour? C'est-tu la seule affaire d'intéressant qu'il y a à faire dans sa vie? C'est sûr que s'il n'y a pas d'opportunité, alors c'est pas l'écran là qui est le démon, là, c'est parce qu'il n'y a pas d'autre chose à faire, tu sais. Ouais. C'est quoi la relation? C'est quoi l'environnement? Le parent, lui, fait-tu l'effort de s'asseoir avec son jeune, de s'intéresser vraiment à lui, s'intéresser vraiment à ses jeux au lieu de juste juger puis d'avoir peur, tu sais? Oui, puis le parent, souvent, là, il veut que son enfant fasse tout seul, tu sais. Ouais. Puis on voit des fois sur les blogs de famille, d'unschooler, des gros projets, plein d'affaires. Ils sont toujours en train de faire des trucs, tu sais. Puis là, tu dis, ouais, mais moi, mon enfant, il fait pas ça, tu sais. Mais en même temps, bon, j'ai perdu mon point encore. Ben, peut-être que, tu sais, si tu t'assois avec ton enfant, là, tu vas le voir, les gros projets qu'il fait dans ses jeux puis dans son ordi, là, tu sais. Ouais, c'est ça, c'est ça la différence. C'est comme le fameux ouais, mais mon enfant veut pas jouer dehors. Quand tu te poses la question, toi, tu y vas combien d'heures dehors par jour? Ouais, c'est ça. Tu y vas-tu juste dehors dans ta cour comme ça? À prendre un vélo? Ah oui, oh my God. Ça, là, je me souviens quand j'étais jeune, mes parents ils nous disaient tout le temps d'aller dehors puis d'aller jouer dehors, mais eux autres, ils restaient en dedans. Ben, c'est ça. Fait que à ce moment-là, c'est la même chose pour les écrans, là. Je veux dire, il y a des parents qui disent va jouer dehors puis qui sont sur leur cellulaire sur Facebook à poser des questions sur mon enfant va jamais dehors. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, regardons-nous là en pleine face là, tu sais, avant. Puis s'il y a quelque chose qui nous inquiète, ben c'est toujours à regarder ce qu'on offre. Ça revient toujours à la même affaire. Moi, ça va être dans toutes les peurs que je pourrais avoir, mais je les ai plus moi ces peurs-là parce que des fois je suis inquiète, mais c'est plus sur mes épaules à moi dans le sens que je t'inquiète de pas leur offrir assez, tu sais. Oui. Donc, je pense que c'est important de changer cette perspective-là, tu sais, c'est nous là, qui créons l'environnement autour, là, puis les opportunités pour nos enfants. Fait que, Une autre des peurs aussi que les parents ont, c'est que ça va avoir des effets néfastes sur leur cerveau puis sur leur développement quand ils regardent des études et des recherches. La première chose que j'ai arrêté de faire, c'est ça. C'est d'arrêter d'aller voir les histoires d'horreur pour juste confirmer cette perspective-là négative qui favorise pas une bonne relation à mon enfant puis qui continue à entretenir mes croyances qui sont limitantes, là. Et encore là, c'est spécifique, les études. Tu sais, tu vois, moi c'est ce que tu disais tantôt. Là, moi, je suis allée en profondeur pour voir. Parce qu'il y en a, il en trouve, mais je vais donner un exemple d'une étude dont j'ai parlé justement à mes fils hier, je pense. Une étude récente là, qui parlait de jeux de tir à la première personne. Ouais. Qui avait un impact sur en tout cas, sur une partie du cerveau. Il y a une partie du cerveau qui s'occupe du spatio-temporel. Se diriger là, dans l'espace. L'hypophyse? Non. Mais je lis le lien de l'étude. On la mettra en dessous. OK. Mais c'est la zone du cerveau qui s'occupe de ça, le spatio-temporel, le sens d'orientation, et c'est ça, se diriger, tout ça. Donc, ils ont étudié des jeunes de 18 à 25 ans qui jouaient, je me souviens plus combien, c'est 90 heures d'un jeu de tir à la première personne. C'était pas indiqué, tu vois, dans l'article, là, 90 heures en combien de temps, là, sur une semaine, sur un mois, je sais pas. Léger détail. Au bout de 90 heures, les jeunes qui avaient joué à ce jeu de tir à la première personne, cette partie du cerveau-là a commencé à s'atrophier. Donc, il y avait une perte à ce niveau-là. Et tous les autres jeunes qui, eux, jouaient à une autre sorte de jeu ou qui jouaient pas, je pense, qui jouaient pas du tout, là, ou qui jouaient moins de 10 heures, je me souviens plus,
eux, c'était une autre section du cerveau qui se développait. Donc là, je me dis, c'est OK, c'est réel, il y a vraiment un effet négatif, mais quand on va regarder dans l'étude, on voit que c'est un jeu de tir où le jeune, là, toi, t'as vu tes fils jouer à beaucoup de jeux, hein? Ouais. Tu me diras si tu as déjà vu tes enfants jouer une centaine d'heures à un jeu de même, qui est plate. C'est un jeu où la personne est enfermée dans une pièce avec une autre équipe, ils sont, je sais pas, 3, 4 joueurs là, de chaque équipe, puis ils se cachent en arrière d'une caisse, puis ils font juste tirer ses autres. C'est ça, ils se déplacent pas, là. Non, il n'y a pas de déplacement, il n'y a pas de carte, il n'y a pas rien. Alors, mes fils ont déjà joué à ça, mais à un moment donné, tu as fait le tour rapidement là, de ce jeu-là. Puis, dans l'étude, en plus, il précisait, il disait, il suffirait que les créateurs de ce jeu-là rajoutent juste une petite map, des maps différentes, puis l'effet s'effaçait. Aha! Donc, c'est sûr que si on regarde le titre de l'article, puis qu'on va juste lire vite fait l'article, puis on pense, oh mon Dieu, ça va. Tu sais, puis on peut facilement mettre tous les jeux dans le même panier. Mais là, c'était quelque chose qui était très spécifique, puis qui est facile à voir si c'est vrai que nos enfants ils jouaient 90 heures à un jeu comme ça. Là. Mais souvent, c'est ça les études. Là. Fait que c'est ça, c'est pointu, il laisse beaucoup de choses de côté, beaucoup de choses là, aussi que nous, en tant que on-schooler, bienveillance, tout ça, des choses qui sont vraiment super importantes là, pour nous, là, la relation avec l'enfant, là, quel genre de qualité qu'il y a là, dans l'environnement et dans la relation. Là, tu sais. J'ai lu quelque chose sur un commentaire je pense que c'est mes gars qui m'ont parlé de ça, en tout cas, ça disait que les jeux vidéo, c'est juste dans le fond des puzzles qui sont fancy, là, tu sais, qui sont comme c'est des casse-têtes, mais poussés. Fait que c'est comme, mon Dieu, tu sais, qui pourrait dire, genre, que de faire des casse-têtes, je parle pas avec les morceaux nécessairement, là, mais des brain games, des choses que c'est pas bon pour le développement, là. C'est, tu sais, c'est comme, c'est bon, là. Fait que ça, je trouvais ça quand même intéressant de voir ça comme ça, de changer, d'adopter une nouvelle perspective, de faire mon enfant il est devant son jeu vidéo, puis finalement c'est bon pour son cerveau. Peut-être que moi aussi je devrais jouer avec lui. Oui. Oui, mais on va en parler encore dans l'autre épisode. J'ai hâte dans l'autre épisode parce que on garde le positif. Oui, servent pour les personnes âgées, entre autres. En tout cas, j'ai hâte de vous parler de ça. Oui. Une peur aussi que des parents ont, c'est que de jouer aux jeux vidéo, ça les prépare pas pour la vraie vie. Hein? La vraie vie, entre guillemets, là, tu sais, c'est quoi la vraie vie, là? Puis il y a une recherche qui a été faite sur les adolescents. Ça disait que les jeunes adaptent leur stratégie de vie à l'écran à des compétences utiles dans le monde extérieur. Parce que dans leur jeu, ils font beaucoup de résolution de problèmes. Hein, DEM, écrivez ça dans vos choses, et d'élaboration de stratégie. Puis il acquiert aussi des compétences en collaboration. Oh my God, j'ai hâte d'en parler ça aussi, et en leadership. Fait que oui, ça prépare pour la vraie vie, puis d'aller chercher des informations comme ça, puis de se poser la question aussi, c'est quoi la vraie vie? C'est quoi le futur? Est-ce qu'on met trop boulot dodo? Est-ce que c'est ça qu'on veut pour nos enfants? On veut-tu juste qu'ils se conforment à ce que la société veut d'eux, mais de l'avant, ou on veut qu'ils fassent leur propre vie, là, leur propre vraie vie à eux, là, qui convient. Mais en même temps, si on regarde au niveau de la technologie, là, moi, j'ai pas touché un ordinateur avant d'avoir... Bon, j'ai peut-être touché au vieil ordi à mon frère là, quand j'étais adolescente une fois ou deux quand il était pas là en cachette. Là. Et je veux dire, utiliser des ordis, on ne l'a pas fait. Là, on n'a pas développé ces compétences-là. Puis je le vois, c'est plus difficile pour ma génération, les technologies, tu sais. D'accord. Alors que c'est clair que pour nos enfants, surtout s'ils ont libre accès puis que c'est pas démonisé, ben écoute, ils vont être encore plus outillés pour la vraie vie. Moi, c'est ça que je me dis. Je me dis, tu sais, les empêcher d'aller là-dessus, leur donner 1 heure par semaine, ça va-tu leur être plus utile écrire à la main ou utiliser des tablettes puis des ordis, là? Moi, je suis rendue, mon fils de 11 ans est capable de venir me régler des problèmes sur mon ordi ou sur mon cellulaire, là. Ah oui! Puis ça devient de plus en plus compliqué. Fait que c'est clair qu'ils ont besoin de ces compétences-là. Puis c'est pas
va se développer avec une petite heure par semaine, là, tu sais. Hey, je pense que tu viens de mettre le doigt dessus. Tu viens de me faire réaliser quelque chose. Moi, là, mon père, il est comme moi, il est curieux. Il aime ça apprendre des affaires. J'avais genre peut-être 11 ans quand on a eu un ordi, là. Fait que déjà, je pense que le fait que j'étais encore dans la curiosité de cette bébé-là, genre, oh my God, c'est donc bien cool, ça fait quoi? Puis là, je l'essaye, finalement, c'était plate dans ce temps-là parce qu'il n'y avait pas grand-chose à faire là-dessus, là. À part pour mon chum, que lui aussi, il a appris à ce moment-là. Moi, programmation, ça m'intéressait pas, mais je pense que le fait de rencontrer cet objet-là, l'ordinateur, quand j'étais encore dans la curiosité et non en tant que parent qui juge, m'a favorisé le fait que pour moi, non seulement c'était important que mes enfants soient familiers avec cet outil-là, j'avais tendance à voir ça d'une façon plus positive, surtout parce que quand j'étais au cégep, puis que là, on avait les ordis, j'étais comme une des seules qui était capable de se débrouiller, là. Les autres, ils paniquaient, là. Hey, qu'est-ce que ça fait si je fais ça, ce bouton-là? Ah, Julie, on va me le dire. C'est ça, nos enfants ont besoin, mais prends que oui, notre génération encore, qui n'ont jamais eu d'écran jusqu'à temps qu'ils soient des adultes, puis que là, ils sont un peu mal à l'aise, ils comprennent pas trop, ben ça doit avoir son poids dans la balance. Ça a été favorable pour moi, mais ça peut être défavorable pour d'autres de ne pas avoir eu d'ordinateur quand ils ont grandi, là. Ça fait du sens, hein? Une des conséquences que je comprenais, puis que je pense que j'ai peut-être frappé un peu, c'est que quand on démonise les écrans, ça a un effet sur la relation, mais sur notre enfant. Quand on démonise quelque chose que nos enfants aiment, ils comprennent, si j'aime ça, c'est parce que je suis mauvais. Je suis pas bon, je suis pas aimable. Faut que j'arrête d'utiliser les écrans pour obtenir l'approbation et l'amour de mes parents. Ça, là, c'est très violent. Puis on l'a tout fait, démoniser les écrans, là. Mais... Ou autre chose. Oui. Dans n'importe quel sujet, que ce soit des intérêts aussi. Je me souviens sur des groupes, j'ai vu une jeune fille qui aimait beaucoup les films d'horreur. Et là, ça allait, les parents, ils n'en pouvaient pas. Tu sais, la mère, elle détestait les films d'horreur. Fait que là, elle était trop jeune, elle était adolescente, 13-14 ans, puis là, il dit, ah mon Dieu, ça y est, je l'ai scrappée parce qu'elle est juste dans l'horreur. Aujourd'hui, heureusement, quand la maman l'a partagé, c'était plusieurs années plus tard, et sa fille travaille maintenant à Hollywood, elle fait des maquillages d'horreur. Alors, imaginez un enfant qui a un intérêt, puis tu sais, là, ça bouillonne, hein, un jeune enfant, plus l'enfant est jeune, plus il bouillonne. Imaginez que tout à coup, il y a un élan vers quelque chose, puis que là, on coupe ça, non, ça, c'est pas bien, ça, c'est pas correct. Ça peut scraper en maudit un enfant, là. Ça peut scraper son instinct personnel, sa curiosité personnelle à aller vers des choses. Ça tue, là, c'est ça, puis ils finissent par se refermer, puis juste écouter les adultes qui vont leur dire quoi faire. Tu sais, on parle souvent des enfants qui ont mes enfants, ils n'ont pas d'initiative, ils n'ont pas d'imagination. Peut-être que c'est parce qu'ils ont été tellement contrôlés que leur élan a été coupé qu'à un moment donné, ils se disent ben ça sert à rien que j'aie des élans, là, ils vont me couper ça de même. Fait que c'est la même chose pour les écrans. Puis pour n'importe quoi, pour un couteau de cuisine, c'est toujours pour moi l'accompagnement qui va être soit problématique ou qui va être soit optimal. Tu sais. C'est ça, qui va permettre à l'enfant de s'épanouir ou de déconnecter de la relation du parent, puis de plus avoir cette base-là là, pour l'accompagner dans sa vie, là, pour faire l'accompagner pour qu'il se développe d'une façon positive là, pour lui. Là, fait que... Exactement. Ouais. Avais-tu autre chose à parler là-dessus? Parce que on serait pas mal rendu à la conclusion où je voulais comme... T'avais-tu d'autres choses, toi, à parler là? Non. Moi, j'ai beaucoup de choses pour le prochain épisode. Oui, c'est ça. Ça va être plus fun de faire le prochain. Là, c'est sûr. La seule chose que je voulais dire, c'est ça en conclusion, c'est allez voir les articles, allez voir en profondeur les études qu'ils ont utilisées, puis faut relativiser. Là. C'est pas tout est pas noir ou blanc, là, c'est pas tout ou rien. Il y a moyen de trouver une façon d'accompagner l'enfant
de façon sécuritaire, de façon saine, puis de façon positive. Donc, c'est ça. Oui. Moi, tu sais, j'ai 6 points qui permettent là, que je faisais pour permettre cet objectif-là que tu dis, là, d'être dans une bonne relation avec l'enfant. Premier point, c'est de garder en tête et toujours y revenir que les limites favorisent une relation malsaine avec les écrans et brisent la relation entre parents et enfants. En deuxième, arrêtez de croire nos pensées, arrêtez de penser que c'est des vérités, mettre de côté le négatif qui nous motive à contrôler. En troisième, prendre la responsabilité de nos peurs et chercher c'est quoi la source de ces croyances-là limitantes. Puis si vous êtes rendu à réfléchir que la source est peut-être dans votre enfance, vous êtes sur le point de trouver probablement. En quatrième, cherchez l'information qui favorise une relation positive avec les enfants et les écrans. C'est ça qu'on va parler dans la deuxième partie de cet épisode-là. Et prochain épisode plutôt. Cinquième point, s'investir dans la relation et avec l'enfant qui consomme les écrans. Puis le dernier point, comprendre avec compassion notre propre consommation d'écran. Fait que ça, c'est comme le chemin à refaire là, tout le temps pour comme revenir dans la confiance et non dans le jugement et le contrôle. Oui, exactement. Offrir plutôt que limiter. Yes! Et sur ce, on se voit au deuxième épisode où est-ce que là, on va parler du positif. Merci. Merci, bye! C'est déjà tout pour aujourd'hui. On espère que ça vous a plu. Merci tellement beaucoup de nous écouter. Si vous avez des questions, des commentaires ou des suggestions, n'hésitez pas à nous écrire. Toutes nos informations et les différents moyens d'entrer en contact avec nous sont dans la bande info de l'épisode.